Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le visage est l'image de l'âme, écrivait Cicéron au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et en tout temps et en tout lieu, priver un homme ou un groupe d'hommes de son image, de son visage, n'a jamais conduit à autre chose qu'à l'exclure de la communauté humaine. Substituer une étoile, un triangle ou un matricule à un visage n'est pas autre chose que vouloir détruire l'identité de l'homme. Masquer son visage à l'autre, c'est s'exclure de ses semblables. Privez-moi de ce visage et je ne serai rien. Privez l'enfant du visage de sa mère dans la rue et il devient orphelin à côté du nombre. Notre société a mené un dur combat durant tout le XXe siècle pour émanciper les femmes, faire évoluer leurs conditions, coller à la réalité de l'égalité, une des valeurs cardinales de notre République. Ma grand-mère, ma mère, moi-même, nous sommes réjouis des progrès accomplis. Or, alors que j'espère pour mes filles et mes petites-filles un monde plus juste encore, voilà que s'impose aujourd'hui de débattre ici, dans la plus sacrée de nos enceintes, du voile intégral. Certains nous accusent de stigmatiser, d'exclure, d'attenter à la liberté de conscience. Ne croyez-vous pas au contraire, mes chers collègues, qu'au nom de la tolérance, en réalité une faiblesse laxiste, en ne réagissant pas, nous participerions plutôt à stigmatiser, à renier les acquis des femmes? Aurions-nous la mémoire courte? C'est Elisabeth Badinter qui commence son audition en ces termes. Je la cite. « Je commencerai par rappeler un souvenir, le choc ressenti la première fois que nous avons vu à la télévision, il y a à peine 10 ans, les femmes fantômes d'Afghanistan. L'image de ces femmes enfermées dans leur burqa, un mot qui nous était à l'époque inconnu, est à tout jamais lié aux talibans, à la lapidation, à l'interdiction de l'école pour les fillettes, en bref, à la pire condition féminine du globe, et en ce domaine, la concurrence est féroce. » Fin de citation. Sommes-nous devenus sourds, chers collègues, au pays des droits de l'homme, pour n'entendre que celles qui revendiquent par souci de provocation et oublier celles qui ne s'expriment pas, celles qui sont contraintes au silence? Ici, n'avons-nous pas le devoir essentiel de veiller sur les obscurs et les sans-grades, les malmenés, les torturés de notre société? Certains, sur ces bancs, ne veulent pas de loi et voteront même peut-être du bout des lèvres, comme en s'excusant, la résolution. Il y a une loi que tout un chacun connaît. On doit assistance aux personnes en danger. Faire en sorte de nous forcer à accepter l'idée même, devenue réalité, de ces femmes fantômes, et plus qu'un danger pour elles et pour nous toutes, c'est un crime moral contre le monde civilisé. Bien des yeux sur la planète sont braqués sur nous parce que nous sommes porteurs d'un modèle attendu et espéré. Et rien ne s'apprête davantage ce modèle que de céder à l'intégrisme et au sectarisme. Merci au Président de la République de l'avoir dénoncé lors du Congrès de Versailles. Merci à vous, Madame le Garde des Sceaux, de vous appliquer avec talent et cœur à la rédaction de la loi qui nous sera bientôt soumise. Merci à notre collègue André Gérin, à son courage, et aux membres de la commission d'enquête de nous avoir éclairés. Merci à Jean-François Copé, qui, contre vents et marées, souhaite qu'à travers la loi, nous, parlementaires, poursuivions ce combat pour la dignité des femmes. Plier aujourd'hui, mes chers collègues, ce serait dire à l'ensemble des femmes de France, aux femmes musulmanes comme aux autres, qu'elles ne sont rien et que nous les comptons pour rien. Ce serait dire à tous nos compatriotes que la France n'est rien, car alors nous admettrions qu'un voile d'obscurantisme s'abatte sur elle, sur ses valeurs et sur nous-mêmes. Je voterai cette résolution et la loi qui suivra, sans état d'âme, ou plutôt de toute mon âme. Merci.